Bonjour, comme promis, aujourd'hui je vous offre cette interview avec Christelle Jouret, qui est donc une sage-femme depuis plus de 30 ans, qui a œuvré auprès de milliers de couples pour les préparer à leur projet d'enfantement, à leur allaitement et à leur premier jour de parentalité, premier mois, etc. Elle a créé Happy Naissance, comme elle dit, faire de chaque naissance un heureux événement alliant du lait, des rires et du lien. Elle concrétise tout ça avec ce livre, créé comme un guide, un compagnon, si pas une compagne, parce que c'est quand même souvent une histoire de femme, de votre aventure lactée. Pour avoir les bonnes infos, choisir en conscience de vivre les choses comme elles sont bonnes pour vous. Ce livre, honnêtement, c'est un super livre. Je ne l'avais pas encore lu au moment où j'ai fait cette interview, je l'ai lu entre temps et je peux vous dire que c'est une pépite. Devenir l'héroïne de son propre allaitement maternel, mais c'est génial, c'est vraiment rempli de choses pour vous booster, vous donner de la confiance en vous, à travers de l'information, des astuces. Elle fait même des mises en situation ou alors elle vous décrit une situation et elle vous laisse l'espace pour décrire qu'est-ce que vous auriez ressenti dans cette situation. Et ça, je trouve que c'est des super outils. Elle donne des exercices pour acquérir ce qu'elle appelle un mental de marathonien. Elle parle de respiration zen, de pensée positive. Elle donne vraiment des conseils pour vivre le plus sereinement possible cette période. Et par exemple aussi au niveau même des premiers jours, des premières semaines avec bébé, elle fait le point sur l'essentiel, comment faire pour la logistique quotidienne, le matériel qui est vraiment nécessaire, ce que vous pouvez apporter à la maternité. Elle met même des checklists. Donc c'est vraiment un outil super complet, didactique, parce que voilà, elle utilise des exercices que vous allez pouvoir essayer. Le plus pour moi dans ce livre, c'est qu'elle parle de comment faire les mises au sein en fonction de sa physionomie. Je crois qu'on n'a jamais entendu parler de ça dans un livre qui est à la portée de tous. C'est vraiment reconnaître que les conseils qu'on donne en matière d'allaitement, et notamment les positions du bébé au moment des mises au sein, en fait, elles sont données pour des seins parfaits dans le meilleur des cas. Sauf que quand je parle de seins parfaits, c'est quand je veux dire ça au niveau de la représentation anatomique qu'on en a. Sauf qu'une femme et une autre n'ont pas du tout la même poitrine. Et même parfois, une femme, elle a un sein qui est d'une certaine manière et un autre sein qui est encore différent. Les mamelons qui ne vont pas dans la même direction, par exemple, qui ne sont pas centrés de la même manière. Donc, clairement, la femme, elle ne va pas pouvoir allaiter de la même manière en fonction de la forme de ses seins. Et ça, elle développe vraiment ça entièrement dans un chapitre de ce livre. Elle parle aussi vraiment de chaque position, elle reprend chaque position d'allaitement avec les astuces pour avoir, comme elle dit, des tétés 100% confort. Il y a régulièrement dans le livre des QR codes qui donnent accès à des bonus sur son site avec des vidéos, etc. Il y a des témoignages de parents. Donc vraiment, je peux vous le dire, c'est vraiment une pépite. Elle donne des clés pour comprendre les inconforts et les douleurs qu'il peut y avoir. Elle conseille régulièrement de voir avec sa sage-femme, des conseillères IBCLC, et puis elle donne des petits conseils pour pouvoir justement pallier à ces inconforts. Elle explique même comment utiliser un tire-lait ou exprimer manuellement le lait. Elle explique comment on conserve le lait, et elle explique même comment donner le lait au bébé si on ne peut pas donner le biberon parce qu'on a peur de la confusion synthétine. Elle explique même comment faire en sorte d'aménager les choses si on est amené à donner le biberon pour faire en sorte d'aller le moins possible vers une confusion synthétine. Et le must du must, c'est qu'en plus de ça, je peux vous dire qu'en plus de l'écriture de ce livre, cette grande passionnée de l'allaitement maternel a en plus créé une tétine révolutionnaire, biomimétique. Ça veut dire qu'elle s'est basée sur vraiment la forme du sein. Je pense que cette tétine a été modelée justement sur un sein, avec un matériel qui va faire en sorte que la manière dont le bébé va téter sur ce sein va être le plus proche possible de la manière dont il va téter au sein. C'est franchement révolutionnaire. C'est pas du simple caoutchouc, c'est pas juste une forme de mamelon, c'est un ensemble de choses. Je vais vous mettre tout ça en description dans le lien de cet épisode. Je vous laisse écouter tout ça avec Christelle. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations
pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé, et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Bonjour Christelle. Bonjour Mélie. Je suis vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui pour parler de ton nouveau super livre qui s'appelle « Allaiter, mon super pouvoir ». Je l'ai enfin entre les mains parce que du coup je peux pas dire que je l'ai lu parce que c'est pas vrai. Mais j'en ai eu déjà quand même quelques petits retours assez intéressants et moi quand je l'ai vu je me suis dit « Oh ça a l'air vraiment génial parce que c'est comment devenir l'héroïne de mon projet d'allaitement ». Je me suis dit « Bon, je vais vite la contacter ». Et on va vite faire un épisode ensemble pour justement que tu nous parles de qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre, quelle en est sa spécificité, etc. Donc je te laisse te présenter peut-être et puis après, au moins déjà nous raconter qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce super bouquin. Eh bien, ce qui m'a motivée, c'est que je voulais avoir un outil exactement spécifique pour les mamans. Pour te parler clairement de ça, il faut que je voie le contexte, c'est que j'ai beaucoup fait de choses pour les soignants, pour qu'ils deviennent aidants de ces mamans, pour transmettre les messages de cette expertise que j'ai acquise avec elles au cours de ces 30 années de carrière. Parce que c'est grâce à elle aussi que moi j'ai grandi dans cette expertise. Et donc je les en remercie. Et puis de fil en aiguille, je me dis, mais est-ce que tu ne t'adresses pas aux mauvaises personnes, bien sûr, parce que le formatif j'adore, et puis il faut faire passer les messages auprès des professionnels. Mais est-ce qu'il ne serait pas bien de faire un outil pour les mamans directement? Et donc voilà, l'idée du livre est venue du fait que je prépare les mamans pour l'allaitement, leur projet, qu'il soit court, qu'il soit long, de quelque manière qu'il soit. Elles le font comme elles veulent, mais je suis un guide pour leur donner les bons ingrédients, et puis elles font leur soupe. Je voulais vraiment leur permettre d'avoir ce pouvoir de mettre en musique leur projet. Et voilà, c'était très clair dans ma tête, ce livre... s'est fait rapidement parce que tout était vraiment... je savais ce que je voulais dire, je savais ce que je voulais passer, et puis en grande pragmatique que je suis, c'est un bouquin qui est un guide en fait, il est très pratique. Ok, super. Et oui, alors le peu que moi j'en ai vu, il y a quand même un super marque-page en fait, et alors je regardais d'un côté c'est mon mantra zen, avec vraiment des « je suis une super maman », bébé et moi formons une super équipe, j'ose demander un coup de main, etc. Et puis de l'autre côté, mon allaitement 100% confort, un peu comme qu'est-ce que je dois faire pour que justement tout se passe bien. Je prépare ce dont j'ai besoin pour la tétée, je choisis une de mes positions favorites, etc. Et puis tout dans un ordre précis aussi. Tu as créé ça justement pour que ce soit comme aussi un rappel, un aide-mémoire, et pourquoi mon mantra zen en même temps, etc. Alors, parce que on a beau donner tous les bons ingrédients, faire de sorte que ça puisse fonctionner en théorie avant l'expérience, évidemment, de cette première tétée, on a beau donner tout ça, si le mental n'est pas là, si l'aspect marathonienne de je me suis entraînée, je me suis reposée, je me suis entraînée, je me suis reposée, pour être en bonne forme, pour mettre d'abord ce bébé au monde. Et puis d'enchaîner l'allaitement, c'est compliqué. Un abécédaire, ça n'existe pas en allaitement. Donc, c'est chaque fois une expérience unique, même si c'est un deuxième, un troisième, un sixième bébé. Donc, voilà, c'est aussi parce qu'il y a des mamans qui ont très besoin d'un abécédaire. Mm-hmm. Et donc, ça s'adapte. Elles prendront ce qu'elles ont envie là-dedans, en fonction de leurs besoins, de leurs désirs. Voilà, j'avais envie d'un outil pratique, attendu que ma nature, elle est très pragmatique, un peu MacGyver au féminin, si tu veux. Donc c'est vraiment des outils
dans toutes les étapes, dans la préparation et puis dans comment est-ce qu'elles vont le vivre au fur et à mesure, c'est ça? Alors comment elles vont le vivre, ça c'est effectivement elles qui vont le vivre, Ouais. mais effectivement ça parle de comment aborder cette expérience d'allaitement, aussi se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que, voilà, toutes les mamans qui auront lu le bouquin vont peut-être avoir, et j'aurai atteint mon but aussi, d'avoir donné de l'information éclairée pour qu'elles se disent, mais tout compte fait, c'est peut-être pas mon truc parce que moi je dois absolument voir ce qu'ils boivent, etc. Ouais. Je leur donne tous les outils pour savoir comment le bébé consomme suffisamment de lait, qu'elles aient le cœur à l'aise dans cet allaitement où finalement on remet souvent, s'il y a un problème dans l'allaitement, on remet la raison sur les épaules de la maman. Or, c'est un partenariat 50-50, cet allaitement. Et donc, je veux qu'elle le voie comme ça. Et parfois, effectivement, dans ce partenariat, le bébé ne sait pas faire son 50. Il faut être un peu aidant, et elle doit faire du 75, et puis on a besoin de peut-être 2-3 petits ingrédients magiques, genre de la technologie, simplement, tétrelle, un petit peu de ceci. Et puis ça passe, le problème a décollé, et on redémarre. C'est ça. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de soignants qui sont formés à l'allaitement, et que, voilà, je leur répète à de nombreuses fois dans ce livre, si ça sort un peu de la norme, si vous trouvez qu'il y a quelque chose et que dans votre intuition vous sentez que c'est quand même pas tout à fait comme ça devrait, eh bien prenez contact. Allez voir une sage-femme. Consultant dans l'adaptation si c'est un problème plus pointu. Ouais, tout à fait. Et oui, une sage-femme, elles sont pas toujours, les consultants ne sont pas toujours sages-femmes. Les IBCLC sont parfois des médecins, sont parfois des infirmières pédiatriques aussi. Oui, voilà, j'ai une collègue qui l'est, et voilà. Il y a un beau réseau en tout cas. Elles doivent savoir qu'il y a un réseau, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, puisque ce livre s'adresse aux mamans qui parlent le français. Il y a des réseaux, mais il faut juste les connaître, aller les chercher, demander et oser aller vers ça. Ok. J'ai vu aussi, en feuilletant un peu dans ton livre, qu'il y avait des petits exercices. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là et à quoi est-ce que ça amène? Mais justement pour leur donner l'idée profonde que c'est elles qui mettent d'abord leur bébé au monde. Et donc c'est elles qui doivent prendre le dessus sur ce projet. C'est leur projet. Parce que sinon certaines ont très fort le désir d'allaiter, mais au niveau de la volonté ça peut avoir des degrés voilà, tout à fait différents, et c'est pour augmenter la volonté, parce qu'il y a des moments où effectivement il faut savoir effectivement est-ce que ce bébé boit bien, est-ce qu'il a assez, et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire moi, et empêcher aussi voilà, tous les freins qui sont là pour pouvoir sauter au-dessus de ces pièges que beaucoup de mamans malheureusement rencontrent pendant leur allaitement, et ça part simplement des croyances limitantes au démarrage, mais ça passe aussi par voilà, toutes les petites remarques qu'on va lui dire et qui vont déforcer sa confiance en elle. Est-ce que tu as assez de lait? Est-ce que ton lait est riche assez? Et là, ben voilà, elles sont plus fortes après avoir lu un chapitre entier sur la préparation mentale, avec des petites phrases toutes simples, et elles auront dû travailler. Et il y a d'ailleurs, comme tu le disais, des exercices, elles prennent un petit crayon et elles doivent travailler sur elles-mêmes, réfléchir. Voilà, je ne sais pas qu'ingurgiter du contenu, loin de là. C'est une prépa, en fait, comme si j'étais au cabinet avec elles. Alors évidemment, je raconte plein de petites histoires, il y a plein de témoignages, c'est beaucoup plus... voilà, c'est un livre et je ne sais pas faire tout ce que je fais. J'ai raconté et exprimé dans ce livre en cabinet, et donc c'est complémentaire. Ok, et donc c'est comme même un outil vraiment d'empowerment. C'est comme ça que tu l'as créé. Oui, voilà, c'est redonner le pouvoir aux femmes sur leur capacité de mettre au monde leur bébé, mais ça peut-être que j'écrirai un livre un jour là-dessus, mais j'ai commencé par ce qui me passionne un brin de plus encore que cette... voilà, mise au monde du petit homme, c'est cette portion d'allaitement qui est une aventure parfois extraordinaire, parfois un peu difficile au démarrage, parfois ça roule, il y a vraiment de tout, mais en tout cas de leur donner l'envie d'expérimenter au moins le tété, de voir si ça leur convient. C'est comme la péridurale,
est-ce que vous allez prendre la péridurale ou pas? Mais qu'est-ce qu'elle en sait? Elle n'a Ça pas fait une... pas. Oh là, elle n'a pas une contraction. Donc attendez, expérimentez. Ne croyez rien de ce que je vous raconte. Expérimentez. C'est vrai que l'allaitement, c'est rarement ça commence rarement comme une balade tranquille. Il y a quand même beaucoup de questionnements, même si par exemple physiquement ça se passe bien. Les mamans, elles ont quand même beaucoup de questions, et si jamais elles n'ont pas été préparées correctement, elles ont très vite des doutes quand même. Donc moi, je me rends compte quand même que dans nos préparations, on essaye vraiment de les préparer à ça. Mais parfois, il y a des moments où la fluidité n'est pas là, quoi. Et je leur explique souvent que l'allaitement à la base, c'est quelque chose qui est censé être naturel, mais que ça n'est plus du tout naturel, parce que dans notre vie de tous les jours, et depuis qu'on est toute petite, combien de fois est-ce qu'on a vu une femme allaiter devant soi? Pas tellement, en fait. Si jamais elle a la chance d'avoir vu une ou deux fois quelqu'un allaiter devant elle, c'est déjà énorme. Mais donc du coup, en fait, c'est quelque chose qu'on a tout à réapprendre dans la confiance et dans la manière de faire. Et donc, c'est clair que du coup, nous, occidentaux, forts dans notre tête, etc., je crois qu'un outil comme le tien a l'air d'être quelque chose de vraiment pertinent et de pouvoir justement préparer à ce qui va potentiellement se passer. Tu as mis le doigt vraiment sur une problématique de notre époque, et ça fait un moment que ça dure. On a quand même 50 ans minimum derrière nous de non-allaitement quasiment. Et donc, on a perdu cette transgénérationnalité, de la transmission des messages. Et puis, allaiter, il y a deux choses là-dedans. Il y a le fait de produire du lait, et ça, c'est naturel. Il y a cette part-là. On délivre son placenta, on a du lait 3 jours après. C'est comme ça, inévitablement. Ouais, voilà, si le mental est serein, parce qu'il y a les hormones qui peuvent un peu contrarier le démarrage et le rendre plus lent. Mais si le mental est prêt, si on accepte les accords Toltec, je fais de mon mieux, voilà, eh bien, ça se met en place. Par contre, effectivement, le geste de mettre son bébé au monde, c'est quelque chose qu'elles n'ont pas vu, et ça s'apprend comme mettre de la confiture sur sa tartine, lasser ses chaussures, voilà. Et quand ça n'a pas été vu, c'est difficile de limiter. Donc c'est pour ça qu'on est là en prépa et qu'on voit ça de façon excessivement précise pour que ce geste dès la première tétée soit quelque chose une belle expérience, même si c'est la première et la dernière, parce que c'est une tétée précoce, d'accueil, et que ses parents choisissent, pour d'autres raisons qu'ils les regardent, de donner le biberon pour la suite. Mais voilà, ça doit être happiness, vraiment, j'englobe là-dedans toute la joie de l'accueil du bébé, du travail, de la grossesse. Bon, c'est pas toujours que de la joie, on est bien d'accord, mais de rendre ces moments le plus... où la charge mentale, en tout cas, est la moins grande possible, à se poser 150 millions de questions. Alors les mamans, elles se posent tout le temps des questions. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elles sont, en tout cas, avec un bébé dans les bras, elles ont accouché, elles sont en perpétuel travail de s'ajuster au mieux aux besoins de leur bébé. Et donc, elles posent des questions tout le temps pour ça, pour que son bébé aille du mieux que cela puisse, puisqu'elle est... Voilà, elle est là maintenant responsable de ce bébé et que physiologiquement elle est dans cet état de préoccupation maternelle primaire, n'est-ce pas, comme disait Winnicott. Et donc voilà, on doit être là, écouter ces nombreuses questions et à être résilient parce qu'elles sont comme ça labiles émotionnellement et c'est normal, c'est attendu. Il y a 50 ans de ça, on lisait « La mère est folle, il faut s'occuper de son bébé, elle ne sait pas, elle est complètement dans un état bizarre. » Mais en fait, oui, mais c'est pour la survie de l'espèce. Elle est focusée à son bébé en continu pour sa survie. Somme toute, c'est un peu basique ce que je dis là, mais pour s'assurer de combler ces 3 besoins, sécurité alimentaire, sécurité physique et sécurité émotionnelle. Émotionnelle et affective. Affective, oui. Parce que la tétée, c'est pas que nourrir. La tétée, c'est bien plus que juste nourrir et faire... Enfin, c'est pas que faire manger et boire le bébé, c'est bien plus que ça. Et si déjà on arrive aussi à faire passer ce message au plus grand nombre, parce que quand on dit « Ah mais il a tété il y a une demi-heure là, t'es sûr qu'il a encore faim ?» On ne pense qu'en termes d'estomac plein, estomac vide, sein rempli, sein
sein vide, alors qu'en fait il y a tout un contexte beaucoup plus émotionnel pour le bébé et pour la maman dans l'allaitement. Effectivement, et puis il faut quand même juste se rappeler, c'est bien qu'ils se... Voilà, de les titiller avec ça, je leur pose 150 questions pendant la séance d'une heure quart, 1h30 de prépa. Je ne leur donne pas les ingrédients et je leur demande, mais qu'est-ce qui réveille un bébé qui l'endort? Alors j'ai des réponses parfois farfelues, j'ai eu la vessie, j'ai eu le cœur, mais grosso modo, ça se promène toujours entre l'estomac et le cerveau. Mais il n'y a qu'une bonne réponse, et vous et moi, et les bébés et les grands, on se réveille parce que notre cerveau a fini de se télécharger pendant la nuit ou une sieste, voilà. Souvent avec mon époux, on dit viens, on va aller se mettre sur secteur, on va dormir. Ben oui, notre cerveau s'éteint, mais il se réveille. Et voilà. Donc un bébé c'est pareil, c'est son rythme à lui. Et les mamans, elles le savent déjà, elles le connaissent ce rythme-là pendant la grossesse. Ce bébé se manifeste à certains moments. Et je leur dis mais notez, regardez. Et puis alors la séance d'après, on dit vous avez remarqué, oui. Eh bien ça c'est quand votre bébé se réveillera, quand il sera dans vos bras. Là, parfois, c'est un petit peu la surprise quand même. Ils se disent, quoi? De 20h à 1h du matin, il est... oui. Et donc, la réponse est laquelle, si je dois vous faire un résumé très très court, c'est materner ce bébé, parce que même plein jusque derrière la cravate de lait maternel, ce bébé va rester vigilant et à materner. Et paterner, je mets le terme de paternage dans le maternage pour ne pas oublier nos papas qui sont vraiment les piliers principaux de ces mamans. Quand ils sont là, ils sont vraiment salvateurs pour la longévité, le soutien de cette maman. Nous, les soignants, on n'est que des ovnis qui passons comme ça dans leur vie quelques heures. C'est ça. Mais les piliers principaux, c'est parfois pour une maman isolée, qui n'a plus son compagnon qui l'a quitté. Ça arrive, il y a plein de situations comme ça. C'est peut-être la voisine de palier, la meilleure amie, son coiffeur, quelqu'un à qui elle peut se confier et qui peut être là et lui donner 2-3 petits conseils positifs, d'encouragement simplement. Mais tu vas y arriver, mais tu es la meilleure des mamans. C'est vrai qu'au lieu de donner ces observations, comme on entend souvent, mais il est encore au sein, voilà. On pourrait juste dire, t'as l'air de bien t'en sortir, comment est-ce que tu le vis, comment ça se passe, il a l'air bien là, ton bébé. Ça serait des messages qui seraient tellement plus positifs que de remettre en question constamment justement la capacité qu'a la maman à nourrir convenablement son bébé et à combler ses besoins, en fait, quels qu'ils soient. C'est clair qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'on ait un sourire qui réapparaisse sur le visage d'une maman. Et donc, c'est clair que ces petits mots-là, souvent, je les passe au papa quand il vient en prépa et je lui dis, donc vous vous souviendrez, monsieur, elle est focusée bébé, elle vous aime toujours, elle ne vous oublie pas, et les petits mots d'encouragement, vous les notez sur un petit carton et vous les répétez en boucle, elle en a besoin. Et c'est que ça qui fera que ça va aller. Elle se fera confiance, elle s'écoutera, elle ira dans l'intuition et pas dans ce mental qui lui joue beaucoup de tours. Est-ce que j'ai assez de lait? Est-ce que mon lait est riche assez? Ça n'existe pas du lait pas riche, comme ça c'est dit une fois pour toutes. Mais c'est toutes ces questions qu'elle se pose en continu. Et comme il y a de l'infodémie en fait autour de nous, il y a beaucoup de bonnes infos sur les sites, la Leche League, Inforallaitement, il y a vraiment de belles choses. Et il y a tout le restant. Et là, les mamans, elles sont coincées dans des informations contradictoires. Et non seulement 2 informations contradictoires, mais 1000 informations en plus. Et donc, elles sont noyées. Donc, que faire avec tout ça? Donc, moi, je leur propose d'aller chercher une information vraiment éclairée et puis de faire leur chemin et leur soupe, leur petite préparation à elles, comme elles l'entendent dans leur conjoncture, qui est la sienne à ce moment-là. Il y a parfois des situations plus compliquées, donc ça peut être très intéressant pour une famille qui est justement dans les difficultés financières de ne pas dépenser des sous pour un allaitement artificiel, des biberons, du lait. Donc voilà, on a parfois des discussions par rapport à ça, pour s'adapter vraiment à la vraie vie de chaque maman et de chaque couple. De chaque famille, oui, tout à fait. C'est vraiment très intéressant cette conversation avec toi. Je suis très contente d'être là. Je suis contente de te voir aussi. De la même manière que je crois que notre cerveau, en fait, en tant que Homo sapiens, là,
vient perturber beaucoup de processus autour de la maternité, de l'enfantement et puis du maternage une fois que le bébé est là. Parce que justement, on est tellement dans le questionnement, mais parfois à outrance, qu'en fait, on en perd la fluidité. Souvent, je dis aux mamans, la maman chat, elle ne regarde pas sa montre pour savoir quand est-ce qu'elle doit donner à manger à ses petits. Elle y va et puis elle donne à manger à ses petits. Nous, on regarde, on vérifie, on note quand est-ce qu'il a bu, combien de temps, quel sein, parce que elles ont presque l'impression qu'elles vont oublier où est-ce qu'elles vont donner le sein la fois d'après, parce que justement, elles sont déconnectées finalement de ce qui se passe réellement dans leur corps. Quand on les reconnecte à ça et qu'on leur dit, est-ce que tu as senti, par exemple, la deuxième montée de lait, les sensations quand le bébé a bien bu et puis que ça revient, on a à nouveau cette sensation. Quand je leur en parle la première fois, elles voient limite pas du tout de quoi je parle. Et puis finalement, quand je les revois quelques jours après, elles disent ah oui, au fait, oui, j'ai bien senti cette fois-ci, etc. Donc en fait, c'est aussi leur donner les outils pour sentir en fait qu'elles sont dans le bon, sans pouvoir mesurer comme on aimerait toujours savoir combien est-ce que le bébé il a bu de millilitres, comme on peut le savoir avec un biberon, quoi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chiffres. Et que toutes les personnes qui vont donner des chiffres, à part peut-être des balises vraiment larges, allez, il faut au moins entre 6 tétés et 10 tétés, et voilà, c'est très large ça. Mais à part ça, tout ce qui est chiffres, il faut vraiment se méfier comme conseil, parce qu'alors on se trompe. On entend plein de choses, il faut au moins autant de minutes, parce que sinon il n'a pas ses graisses, il faut autant de ceci, autant de cela. Donc les recommandations, si je dois les résumer ici en une phrase, elles sont simplissimes. Allaiter à la demande. Et c'est quoi la demande? C'est même plus pointu que ça, c'est à l'éveil au signe d'envie de téter. Jusqu'à ce que ce bébé lâche spontanément. Là, on check sa couche. Si c'est la nuit, on peut sauter une fois. Il a fait pipi, ça s'entendra bien une fois. Et puis, on lui présente l'autre. Il le prend ou il ne le prend pas. Ça, c'est sa liberté. On ne sait pas forcer un bébé à aller au sein. Mais il va meuter tout le quartier si on ne lui a pas donné le dessert. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si on applique ça, en général, 95% des cas, ça fonctionne très bien. Évidemment, il y a les mamans qui ont du lait pour tout le quartier. Et il y en a d'autres qui ont besoin de 8 ou 9 tétés de 25 minutes parce que le transfert du lait qu'elle a dans ses seins qui va dans son bébé est la résultante de vraiment plein de facteurs, tant infantiles que maternels. Et la première chez la maman, c'est le lâcher. Et tu l'as dit, le lâcher du flux d'éjection le premier, puis le deuxième, troisième, puis le bébé s'arrête à un moment donné qu'il a décidé, quand il a la satiété. Ce flux d'éjection, c'est de l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est notre copain du quotidien, on en a besoin, notre copine, puisque c'est l'ocytocine au féminin. Et donc, voilà, on fait un hug à son compagnon, à ses enfants, on est dans la chaleur, le positivisme. Eh bien, on a de l'ocytocine, on en a besoin. Et l'allaitement, c'est ça. Et donc cette ocytocine, elle sert à éjecter les bébés des ventres. Elle est indispensable à éjecter le lait des seins. Elle relaxe excessivement de façon vraiment très importante. Et ici, ça me fait penser à parler de cet adage, l'allaitement, ça fatigue. C'est un vieil adage qui court, mais en fait, on ne comprenait pas qu'à chaque tétée, cette maman, elle avait un flux d'éjection, une fois, deux fois, trois fois. Et c'est de l'ocytocine, donc elle est relaxer pendant cet été. Et qu'est-ce qu'elle doit faire à ce moment-là? Se reposer. Et donc être installée rubis sur ongle, hyper confortablement avant d'attraper son bébé pour pouvoir que sa tête ne tombe pas si elle s'endort et que ça la réveillerait. Alors tout de suite après, elles me disent oui, mais c'est grave, je m'endors, je suis pas attentive à mon bébé. Eh bien, sa grande copine à l'ocytocine, c'est la prolactine. Et la prolactine, elle vient soutenir le mouvement par cette capacité extraordinaire d'émerger en quelques secondes du sommeil profond et y retomber aussi vite. Et donc ce couple ocytocine-prolactine fait des miracles si les mères accueillent les bonus de mère nature. Parce qu'il y a ces mères qui restent assises droites comme des i avec des allumettes mises pour ne pas s'endormir, là, les paupières, elles veulent tomber, mais elles ne s'autorisent pas, elles sont crevées. Elles sont, parfois, vraiment, elles arrivent au bout de leur vie ici. Alors que tout va bien. Il n'y a que ça à accueillir. Donc voilà, c'est de la physiologie, c'est aussi de l'intuition. Mais quand on leur dit surtout ne dormez pas pendant les tétées, elles ont peur de rouler sur leur bébé, de les étouffer.
c'est impossible qu'elle le fasse. Alors, il y a des conditions dans lesquelles, évidemment, on fait attention. C'est-à-dire que si cette mère est vraiment épuisée, il faut d'abord qu'elle dorme. Appelle un ami, marraine, parrain de ce bébé qui veut venir aider pendant 3 heures. Elle va dormir, elle allaite, elle donne à ce bébé et elle va dormir. Elle fait ça 2-3 fois d'affilée, elle est requinquée, on redémarre bien. Voilà comment assumer un allaitement, un projet d'allaitement long quand on le souhaite, c'est de ménager sa monture. C'est ça, soi-même en fait. Oui, soi-même. On materne son bébé. Mais on prend soin de son bébé. Voilà. Et c'est tout le restant de la famille qui, à l'occasion, vient ranger une manne de linge qui est toute faite trapasser dans l'armoire, un peu le balai, un peu... Et voilà, elle a le temps, et monsieur, son papa aussi, monsieur papa, de materner leur bébé. Parce que papa, il a envie aussi de s'occuper de ce bébé. Hein, et de dire, oh, ben non, papa va faire le ménage, les courses, les carreaux. C'est un petit peu pas sympa. Hein, genre, voilà. C'était tellement extraordinaire d'accueillir un nouveau petit humain dans son foyer. Il faut leur laisser vraiment accueillir ça. Et ils ont plein de choses à faire, à part les 2 beaux seins galbés de lait qu'ils n'ont pas, ces messieurs. Eh bien, ils ont tout le restant. Ils savent materner, porter, emmailloter, changer ce bébé, voilà, pendant que la maman se repose un peu, ou va prendre sa douche, ou va faire ce qui est bon pour elle aussi. Mmh. Super. Je me disais aussi que c'est important peut-être de la même manière que tu nous disais, ben voilà, il y a des femmes qui vont donner 6 grosses tétées et puis ça va suffire, et puis d'autres où il va falloir 8, 10, peut-être 12 tétées parce que justement au niveau de l'éjection du lait, etc., elle va avoir besoin d'avoir plus de tétées, ou un bébé qui est plus demandeur aussi. Mais du coup, ça me ramène à une chose, le fait qu'effectivement il n'y a pas de chiffre bon. Par rapport à... Il n'y a pas une norme toute simple, quoi. Mais c'est la même chose pour la prise de poids des bébés. Parce que très souvent, on leur dit « Ah, ça c'est pas assez, ah, ça c'est trop !» Parce que ça, j'ai déjà entendu. Et là, dernièrement, j'ai eu un bébé qui est né à 35 semaines. Et là, donc, je le suis un peu à distance, quoi. Et là, en 15 jours, il a pris 1 kilo. 1 kilo, mais vraiment 1 kilo tout pile. Et on se dit... j'ai déjà entendu des femmes qui m'ont dit « Ah, mais là, on m'a dit que c'était pas assez. » Puis après, on dit « Oh là là, vous, c'est la crème de la crème, là, il faut arrêter, ça va être beaucoup trop. » Est-ce que tu peux nous parler de ça, justement, hein, du poids idéal, ou en tout cas de... Qu'est-ce qui fait qu'on peut se dire « Ok, c'est bon, on est dans le bon ?» Parce que souvent, ce qui fait peur, c'est les grammes sur la balance. Exact. Donc, l'ennemi numéro 1 des mamans, c'est la balance. Donc, elle peut vous jouer des tours, elle peut vraiment se tromper et surtout stresser. Donc, comment est-ce qu'on va savoir qu'un bébé consomme assez de lait? Mélissa. Eh bien, c'est simple comme bonjour encore. Ce bébé qui consomme du lait sans faire mal à sa maman est certainement très bien positionné, elle n'a pas de crevasse, ça roule. Eh bien, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est aller voir les langes. Les langes sont la preuve par 9. Bien plus que toutes les avis X, Y et que la balance de si le lait rentre dans le bébé, il sort et il montre des langes qui sont lourds. Et donc, autour de 5-6 jours, on a 5-6 langes qui pèsent le poids d'un œuf de poule. Et c'est comme ça que dans la longueur, ils voient que le bébé consomme et continue à consommer assez de lait. C'est aussi simple que ça. C'est tellement simple en fait. Mais on a perdu toutes ces notions parce qu'effectivement, on a médicalisé ces allaitements. Total. Pas oublier qu'on sort de ces biberons où on était à 6 repas et on a essayé en son temps de calquer l'alimentation maternelle sur cette alimentation artificielle, mais ça ne fonctionne absolument pas. C'est pas le même produit. Il n'est pas délivré de la même manière. Il n'est pas digéré de la même manière. Ah non, 2 fois plus de temps pour le digérer. C'est de la lactoglobuline pour quelque chose que l'humain ne supporte toujours pas bien. Ce lait de vache, même s'il est achalandé, qu'il est tout à fait satisfaisant pour faire pousser les bébés, il reste quand même indigeste et donc peut amener certains ennuis. Mais donc, ce lait maternel, il est biodisponible à 99%. Voilà, c'est vraiment... C'est ce que le petit homme doit consommer dans le début de sa vie. Et tu n'es pas sans savoir, je ne t'apprends rien, que ces 1000 premiers jours, toute cette vague qui est là depuis un moment, eh bien ils ont nos grands pontes gouvernementaux, européens même, ont compris que c'était important cette période et que la première façon de prévenir les complications de santé, ça passait par une bonne alimentation. Ça, on s'en est bien rendu compte avant ça.
Mais pour le petit dame, c'est de passer par le mode alimentaire, si c'est possible, idéal, dans notre règne d'Homo sapiens, comme tu disais, sapiens sapiens, bipède. Après, on a, et je le répète, je suis contente d'avoir du lait artificiel. Pour pas te raconter de bobard, la semaine passée, je suis dans une situation où une maman ne voyait pas. Elle ne voyait pas, on avait beau en parler, elle ne voyait pas que son bébé n'allait pas bien. Elle le mettait au sein tant qu'elle pouvait, elle était très motivée, mais ce bébé ne transférait pas de lait. Et donc, à un moment donné, il fallait agir parce qu'il était un peu comme un marathonien qui n'avait pas de sucre pour avancer. Et donc, ça m'arrive pas souvent, mais là, ça m'est arrivé. Et ce lait, pas de voiture, monsieur au boulot jusqu'au soir. Donc, j'ai pris la voiture, j'étais chercher du lait. On lui a donné avec grande parcimonie et surtout avec une méthode qui respecte son réflexe de succion au sein, mais aussi la vitesse à laquelle ce lait arrive. Parce que sinon, on a cette fameuse confusion sein-tétine qui est confondue dans le public parce qu'ils pensent que c'est la sucette, tétine. Mais c'est pas la sucette, c'est le biberon. Pourquoi ? Parce qu'il délivre vite, rapidement, et on continue, et ce n'est pas du tout la même méthode non plus pour l'extraire. Et donc, il y a voilà, vraiment un décalage entre les deux méthodes. Et comme on a tous une propension à la facilité, les bébés aussi, une fois qu'ils ont reçu un repas en 4 minutes, ils ne veulent plus tirer pendant un quart d'heure pour avoir le repas. Et voilà, bardaf, c'est l'embardé. Donc, est-ce qu'on peut donner un biberon ? Bien sûr qu'on peut donner un biberon, mais il faut le donner de façon respectueuse, lente, fractionnée. Il y a des méthodes maintenant tout à fait simples, découvertes par le NITCAP, tous les soins donnés aux prématurés. Mais pourquoi ne pas adapter ça à nos bébés à terme dès la maternité ? C'est de donner du lait autrement qu'au biberon aussi. Pourquoi au biberon d'abord ? Voilà, donc c'est un gros sujet ça. Super. Est-ce que tu as d'autres choses que tu as envie de nous transmettre justement par rapport à ton livre ? Comment est-ce qu'on peut se le procurer ? Eh bien, Mélissa, depuis hier, je sais qu'il est sur Amazon et à la FNAC. Je suis super contente parce qu'il est sorti en juin, le 10 juin, il est né. C'est un tout nouveau Ah oui, c'est une naissance pour moi. Vraiment, c'était vraiment comme ça dans la joie que je l'ai vécu. Et donc, via mon site aussi, happiness.net/livre, on peut l'obtenir. Voilà, c'est les grands sites où on peut se le fournir. Parfait. Je mettrai en lien ton site internet alors sur la description de ce podcast. Comme ça, si jamais ça donne envie à des futurs parents ou à des parents d'avoir accès à ton bouquin, ils auront l'occasion de pouvoir le commander directement chez toi. Eh bien, ça me met en joie cette nouvelle, parce que c'est vrai que si les messages passent, et c'est vraiment ça que j'ai envie, je suis certaine que beaucoup de mamans vont pouvoir passer un moment serein et un postpartum joyeux, avec les petits mots du postpartum, on est bien d'accord, mais souvent en fait elles reviennent pour un deuxième et disent ça s'est pas bien passé, et on décortique et on s'aperçoit qu'on sait faire plein de choses qui sont simples. Et donc voilà, moi j'ai envie qu'elles ne tombent pas d'abord dans un piège, je veux les aider dès le départ, et c'est à ça que sert ce guide. Parfait, vraiment. Un grand merci pour ton accueil en tout cas, et puis peut-être à une prochaine fois pour ton prochain livre. Avec plaisir, Elissa, bonne journée. Merci, bonne journée. Voilà, je pense que vous avez pu entendre à quel point Christelle est une personne passionnée. Je vais vraiment vous mettre tous les liens pour pouvoir vous procurer son livre en direct via Happy Naissance sur les liens en description de cette podcast. J'espère que ce sujet va vous intéresser. Si jamais vous avez envie, je vous le rappelle, que je développe d'autres sujets, n'hésitez toujours pas à me contacter. Si vous avez aussi vous-même été pionnier, ou si jamais vous avez envie de témoigner, ou que vous voulez justement qu'on parle de vos spécificités dans votre pratique et dans ce que vous faites pour œuvrer pour les adultes de demain, la naissance respectée, etc. Vous pouvez toujours prendre contact avec moi. Et puis j'espère que tout ce que ça transcende dans ce podcast et dans cette interview, c'est vraiment à quel point il y a besoin d'informer, il y a besoin de donner de l'information, parce que comme je l'ai dit dans le podcast de la semaine dernière, l'allaitement maternel, ça n'est plus quelque chose de naturel, parce que les femmes, elles n'ont pas eu l'occasion de voir des femmes allaiter, etc. Que c'est plus du tout dans notre norme, et puis que ça doit le redevenir.
Ça le redeviendra justement quand on aura accepté que c'est normal, c'est quand on aura accepté de laisser les femmes allaiter là où elles sont avec leur bébé sans que ça pose de problématiques et de polémiques particulières. Quand ça sera devenu la norme que en fait on fasse un choix en conscience. Si j'ai choisi d'allaiter, j'allaite. Si j'ai choisi de donner le biberon, je donne le biberon. Mais ça ne doit pas être une guerre entre les deux, etc. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa.chambard@gmail.com. Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, mettre des étoiles, des commentaires et surtout à partager pour faire rayonner, voyager ce podcast, pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital, parler de ses suivis, de ses naissances et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain.